Révolution française, révolution soviétique, révolution mexicaine, 3 continents, 3 promesses de régénération. Mais derrière l'idée de progrès, une question demeure, que fait la révolution du religieux? Le relègue-t-elle? Le combat-t-elle? Cherche-t-elle à le remplacer? Ce soir, nous abordons un épisode trop peu connu en Europe, la Cristiada mexicaine. Une guerre civile née d'un affrontement entre un État révolutionnaire et une population majoritairement catholique. Pour comprendre cet événement, eh bien, il faut d'abord comprendre la matrice révolutionnaire et j'ai fait appel à plusieurs spécialistes pour évoquer ce terme avec vous. La Cristiada, révolution, État moderne et résistance religieuse. C'est une idée qui a été proposée par Reynald Secher, je le remercie, cet historien que vous connaissez bien sur TV Liberté. Il est à mes côtés. Merci Reynald d'avoir organisé avec moi ce plateau. Bonjour Martial. Avec vous, mon cher Reynald, eh bien, nous avons le professeur Yves Solis. Bonjour professeur. Bonjour, vous êtes Martial. bien évidemment d'origine mexicaine et vous vous êtes spécialisé évidemment sur cette période de l'histoire de votre pays. À vos côtés aussi, monsieur l'abbé Jacques Olivier. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour. Et puis le professeur Guillaume Bernard, professeur à l'ICES et aussi bien évidemment connu des téléspectateurs de TV Liberté. Guillaume Bernard, c'est à vous que je vais m'adresser directement. La Révolution française, on en parle à l'instant. Est-ce que c'était une rupture ou l'aboutissement finalement d'un long chemin, d'un long processus que j'allais dire quasiment occidental? Mais c'est les deux, Martial. C'est-à-dire que c'est à la fois véritablement une transformation des principes sous-jacents de la société. C'est-à-dire que si la Révolution française n'avait été dans le fond que, le transfert du pouvoir politique d'un organe à un autre organe, du roi au citoyen, ça n'aurait été qu'une révolution de palais. C'est véritablement une inversion des principes politiques et en l'occurrence, cette inversion, elle vient de relativement loin. Le moment de bascule du point de vue philosophique, c'est le début du XVIIe siècle. C'est autour des auteurs comme Grotius, comme Hobbes. On passe de la sociabilité naturelle, chère à Aristote, à saint Thomas d'Aquin, à l'idée du contrat social. Il n'y a de société que si, il y a un accord, une volonté de mettre en commun un certain nombre de choses pour constituer l'ordre politique. Cette idée, ce moment de bascule, il vient de plus loin, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, c'est pas l'objet de l'émission, mais ça vient du nominalisme, ça vient du rationalisme, ça vient de l'humanisme, ça vient du protestantisme, et ces idées, elles vont effectivement réussir à l'emporter du point de vue, des faits politiques, à partir de la fin du XVIIIe siècle, à partir de la Révolution française, et cette révolution, elle se traduit dans différents domaines. La révolution politique, donc, il n'y a plus de tradition, de coutume, il faut établir une constitution écrite. C'est lorsque la Chambre du tiers-État s'autoproclame Assemblée nationale, puis Assemblée nationale constituante. C'est une révolution juridique, lorsque on abolit les anciens droits pour proclamer le principe d'un droit attribut de l'homme. C'est une révolution sociale et économique lorsque, par exemple, on interdit les communautés de métiers en 1791. Et puis, c'est une révolution religieuse. Et c'est peut-être, la matrice, de la révolution progressiste du modernisme, c'est le fait que, en France, on a déclaré les biens de l'Église biens nationaux, c'est-à-dire qu'on a tout simplement spolié l'Église sans qu'il y ait aucune indemnité. Ensuite, on a voulu transformer le clergé en fonctionnaire. Et attention, dans un premier temps, on admet qu'il soit encore un peu catholique, ce clergé, mais dans un deuxième temps, évidemment, l'objectif, c'est de le transformer en un clergé du nouveau régime qui se met en place. Le politique va se détacher du sacré. Oui. À quel moment, en fait, précis, cela se produit-il? On a l'habitude de dire, c'est à la mort de Louis XVI, finalement, que là, on voit bien que le sacré s'est séparé totalement du politique. Est-ce qu'on peut considérer que c'était avant? C'est une acmé, d'accord. Admettons que ça soit un symbole. Il n'empêche que l'un des grands enjeux historiographiques, j'ai l'air d'être hors sujet, mais je vous assure que j'y suis vraiment. L'un des grands enjeux historiographiques aujourd'hui, c'est plus tellement de savoir si la terreur a été proto-totalitaire. Ça, depuis François Furet, Patrice Guenifet, tout le monde s'accorde à peu près à dire que effectivement la terreur a été proto-totalitaire. Toute la question aujourd'hui qui se pose, c'est est-ce qu'en fait cette terreur, ça n'est pas le résultat de la première révolution, de tout ce qui a commencé en 1789, et donc
avant 1792, avant le renversement de la monarchie en août 92, avant la proclamation de la République en septembre 92, tout ce qui a précédé, est-ce que ça n'a pas préparé justement cette terreur? Moi, je fais partie de ceux qui pensent que oui, effectivement, ça les a préparés. Les biens nationaux, spoliation de l'Église, la constitution civile du clergé, et puis ensuite le calendrier révolutionnaire. Qu'est-ce que c'est le calendrier révolutionnaire? Ça n'est pas que le fait de transformer le nom des mois, c'est aussi le fait de supprimer la semaine pour supprimer le dimanche et de mettre à la place la décade. Donc là, évidemment, tous les ingrédients sont réunis pour que, on a eu l'atomisation de la société, l'individualisation de la société, la proclamation des droits individuels, l'interdiction des coalitions, l'interdiction des communautés de métiers, la spoliation des biens, atomisation, ce que Hannah Arendt appelle la désolation, et puis ensuite, on peut introduire l'idéologie de substitution. Quand vous donnez l'exemple du calendrier, est-ce que vous pensez que la Révolution cherche à substituer à la foi religieuse une foi civique? Oui, c'est exactement le programme, c'est le projet qui est en particulier, pas uniquement, mais en particulier puisé chez Jean-Jacques Rousseau. C'est-à-dire qu'il pense, Rousseau, renouer avec l'Antiquité, où, dans le fond, la pratique du culte était une nécessité pour l'appartenance sociale. C'est parce que l'on appartenait à un groupe social que l'on devait sacrifier, que l'on devait pratiquer le culte envers le Dieu protecteur du groupe social auquel on appartenait. Et donc, effectivement, la religion est envisagée dans le contractualisme social contemporain, et en particulier chez Rousseau, comme un instrument de cohésion sociale, peu importe les dogmes. Au début, on admet que ça sera encore le dogme catholique, et puis petit à petit, on lui en substituera un autre. Reynald Secher, j'ai dit que vous étiez l'organisateur de cette conférence que nous faisons autour de cette table pour TV Liberté. Vous êtes un spécialiste évidemment de la Vendée, évidemment de la Révolution. Est-ce que toute révolution cherche à créer un homme nouveau? Car je voudrais parler de la Révolution française, à la Révolution bolchevique, mais surtout à la Révolution mexicaine qui nous a fait venir ici. Est-ce que donc toute révolution cherche à créer un homme nouveau? Alors, de cet ordre-là, oui, il s'agit bien, je rejoins ce que vient de dire le professeur Guillaume Bernard, il s'agit vraiment de créer un homme nouveau, qui est coupé de son histoire, qui est coupé de son identité, etc. Alors, en fait, quand on fait une révolution, on se confronte à trois types d'individus. Celui qui adhère spontanément, celui qui ne sait pas exactement où aller, on va l'appeler le marais à l'époque, et celui qui est hostile, réfractaire. Et là, on va mettre en place un système politique qui s'appelle la terreur, qui a deux finalités. Un, fracasser et éliminer. Donc, tous les modérés, le marais, donc, va être fracassé, soit il bascule du côté de ceux qui sont partisans de la Révolution, soit il bascule du côté des réfractaires, et là, on applique à la règle de manière rigoureuse la terreur pour l'élimination. Donc, l'élimination doit permettre au premier groupe de s'épanouir. D'ailleurs, les révolutionnaires français sont très précis en la matière. S'il faut éliminer 70% de la population, c'est Babeuf qui explique ça, il faut le faire. Cette violence révolutionnaire, vous pensez qu'elle est vraiment structurelle? Vous l'avez démontré, mais est-ce que... Elle est structurelle. Et on peut... Oui. Quand on va évoquer la Révolution mexicaine, se dire que c'est la même forme. C'est la même forme. Et on a trop tendance, à l'heure actuelle, à partir de mes travaux, à réduire l'impact à la seule Vendée. En fait, c'est 70% du territoire qui est fracassé. Un fracas qui peut être urbain, comme des villes comme Lyon, Marseille, etc., qui peut être rural, on n'en parle pas, mais au-delà de la Vendée, mais il y a la Bretagne, il y a la Savoie, il y a le Berry, il y a la Corse, il y a le Pays Basque, etc., où on va déporter des populations en les éliminant. Donc, c'est pas seulement un groupe humain, c'est aussi le territoire qui doit être régénéré. La Révolution structure la violence et le cas de la Vendée prouve aussi que la Révolution constitue un précédent. La Vendée constitue un précédent de guerre totalement idéologique. C'est important aussi pour la suite de notre discussion. Alors oui, la Vendée, en fait, c'est la matrice. C'est-à-dire que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, pour cause, qu'un peuple souverain, en conscience partagée, décide en conscience partagée l'élimination d'une partie de lui-même qu'il représente, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est.
Et on ne sait pas comment faire. Et c'est pour ça que la Vendée est le laboratoire, est la matrice. Et c'est pour ça que nous retrouvons des Vendées un peu partout. On en parlera un peu plus loin. Chez Lénine, Staline, et après chez les Christéros au XXe siècle. La Vendée, c'est la matrice. Puisque vous avez dit le mot Christéros, on va arriver directement au mot Christéros et je vais donner la parole à Yves Solis et puis à monsieur l'abbé Jacques-Olivier. Dans un premier temps, ce qu'il faut qu'on comprenne bien, c'est que que la révolution, elle s'impose en Europe, mais elle va aussi s'imposer plus tard sur le continent américain et tout particulièrement au Mexique. Et Yves Solis, je fais faire appel à vous, professeur, dans l'aspect constitutionnaliste, puisqu'il y a des constitutions résolument anticléricales en 1857 et en 1917, précisément au Mexique, pays catholique. Exactement, Martial. Il est important peut-être de rappeler aux téléspectateurs que le Mexique est un pays jeune. Le Mexique n'est pas la France. Le Mexique naît au début du 19e siècle et il naît d'une manière intéressante qui est en lien avec la Révolution, puisque les premiers mouvements qui après vont être récupérés comme des mouvements d'indépendance au Mexique, marquent l'opposition de certains groupes mexicains à ce qui se passe en Espagne avec Napoléon Bonaparte. En 1810, le curé Hidalgo va prendre la bannière de la Vierge de Guadeloupe et il va dire « Vive le roi d'Espagne, vive Fernand VII ». Il va donc avoir une réaction à l'impact de la Révolution française dans le Nouveau Monde. Le Mexique va naître 11 ans plus tard, en 1821. Il va naître comme un État catholique. Mais cet État catholique ne veut pas être reconnu par le Saint-Siège. C'est-à-dire que le Mexique se veut catholique, le Mexique se veut monarchiste, il va choisir un empire, le premier empire mexicain. C'est un pays énorme qui va depuis la moitié des États-Unis jusqu'à l'Amérique centrale. Et ce pays qui se veut catholique n'est pas reconnu par le Saint-Siège. On en parlera d'ailleurs avec monsieur l'abbé. Jusqu'à 1828. En 1823, il se transforme en république, toujours catholique. Tout au long du XIXe siècle, il va y avoir une lutte de basse intensité où le Mexique, qui était catholique, va de plus en plus, non pas par la volonté du peuple, mais par la volonté de certains responsables politiques, devenir un pays où il y a une diversité de religions. La Constitution de 1857 est une constitution qui va créer des conflits, mais des conflits plutôt locaux. Il va y avoir une guerre civile, une guerre entre conservateurs et libéraux, et cette constitution ne va vraiment jamais être mise en place, appliquée. Et pourtant, est-ce que l'Église, elle est perçue comme un obstacle à la modernité à ce moment-là? C'est pas ça l'explication de cette constitution de 1857? L'Église est perçue comme... Monsieur l'abbé, vous pouvez répondre aussi à mes provocations. L'Église est perçue comme une menace, mais le gouvernement, en particulier le gouvernement Benito Juárez, a conscience qu'il ne peut pas ne pas faire appel aux religieux, aux religieuses. Il y a un exemple dans la ville de Mexico. Il supprime l'hôpital dirigé par les religieuses et ce qu'il fait après, c'est qu'il doit les employer pour qu'elles restent parce qu'il n'a pas les moyens de s'occuper du système de santé. Il n'a pas les moyens non plus de résoudre les problèmes éducatifs. Cette première constitution libérale va après continuer durant à peu près 70 ans. C'est une révolution qui va être transformée en 1910. En 1910, il y a une nouvelle révolution au Mexique avec un homme qui est nommé Francisco I. Madero et les catholiques vont aider cette révolution. Les catholiques, entre 1910 et 1913, vont créer un parti, le Parti catholique national. En 1913, il y a un coup d'État. Huerta prend le pouvoir, aidé par les États-Unis. Les catholiques décident de se retirer de la politique. Et pourtant,
les révolutionnaires vont commencer à développer une haine, en particulier contre les évêques. Car ils accusent les évêques mexicains de prêter de l'argent au tyran Huerta. Ce que disent les évêques, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas d'armée, ils ne peuvent pas résister. La situation est terrible pendant la révolution mexicaine. Les évêques doivent abandonner le pays. L'un des chefs militaires, Carranza, va proposer une constitution qui va bien plus loin que n'importe quelle constitution. Il ne va pas seulement réduire l'Église à sa merci, il va la disparaître totalement. L'Église catholique n'existe plus dans un pays où il y a 98% de catholiques. Mais l'État révolutionnaire mexicain n'a pas les moyens d'appliquer la loi. Il va falloir attendre 1925 avec le président Calles qui va faire une loi obligeant non seulement l'Église à enregistrer les prêtres, il va prendre le contrôle de tous les bâtiments de l'Église, mais il va aussi obliger les fonctionnaires publics à appliquer la loi sous peine d'emprisonnement. Et en même temps, comme l'évoquait le professeur Guillaume, il va créer une église catholique mexicaine. Déclenchement de la guerre, 1926, c'est dû vraiment à la loi Calles, Exactement. qui va en créer une organisation de la résistance catholique qu'on va voir. Monsieur l'abbé, je vous ai apostrophé à l'instant parce que c'est vrai qu'à ce moment-là précis, même quand il va y avoir l'insurrection des catholiques mexicains, qu'on va appeler les Cristeros, eh bien Rome, le pape c'est Pie XI, si je ne me trompe pas, va dénoncer la persécution dont sont l'objet les catholiques mexicains, mais jamais il n'apportera son soutien à l'insurrection. Est-ce que c'est une erreur ou pas, de votre point de vue d'abbé, de prêtre? Alors on ne peut pas juger le pape, par contre on peut essayer de le comprendre. Et quand on est face à la révolution, quand on est face à ces difficultés, vous avez deux solutions. Soit vous luttez contre la révolution, et quand on lutte, il y a un combat, ça peut vouloir dire des morts, ça peut vouloir dire des souffrances, soit vous tentez de faire des compromis avec lui, des concordats. Pie XI, de son côté, est profondément marqué par son histoire, par les morts de la Première Guerre mondiale. Et donc, toute la première partie de son pontificat, il va chercher par-dessus tout à préserver la paix. Donc, à aucun moment, si vous voulez, on peut parler de justice, on peut parler de vérité, mais il faut comprendre ce qui anime la personne. Et à ce moment-là, ce qui anime profondément le pape Pie XI, c'est la paix par-dessus tout. Et il va signer tout un tas de concordats, pas seulement... là, je ne parle pas du Mexique. Tout le monde connaît bien sûr les accords du Latran. Il y en a beaucoup d'autres en Europe, avec différents pays, en Pologne, ailleurs. Et finalement, c'est ça qu'il recherche. Et quand il prêche l'établissement du règne du Christ roi, par exemple dans Quas Primas, ce qu'il veut, ce n'est pas que cela arrive éventuellement dans le cadre d'un conflit, ce qui va être le cas des Cristeros, mais que cela arrive de manière un petit peu naturelle par la vie chrétienne et en particulier à travers l'action catholique qu'il soutient profondément dans son ministère, qu'il valorise dans la totalité des pays. Donc sur cette question spécifique des Cristeros et du Mexique, Pie XI est confronté à ça. Il est assez au courant, je crois, de la situation. Il est bien au courant, on lui rapporte clairement ce qui se passe. Et on va en parler dans un instant. Il ne veut pas rentrer dans le soutien à quelque chose qui apparaisse comme étant la guerre. Il a trop peur, si vous voulez, d'exacerber les nationalismes, qu'il puisse y avoir des guerres religieuses plus ou moins fratricides, et donc il va tout faire pour la paix. Alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise décision? Est-ce que concrètement ça va bien? C'est ma question, monsieur l'abbé, parce que les politiques ont la langue de bois et les prêtres ont la langue de buis. Et celle-ci, je vous ai posé la question, est-ce que c'était une logique ou une erreur stratégique? Eh bien, nous jugeons l'arbre à ses fruits, et les fruits, c'est que derrière il y a la persécution, c'est que derrière il y a tout ce qu'on connaît de la persécution du Mexique, et donc, à titre personnel, je dirais oui, c'est une erreur. Il faut comprendre pourquoi il l'a fait, mais oui, ce qu'il fait concrètement, c'est bien de lâcher les Cristeros. Professeur Guillaume Bernard.
1925, ce sont les accords de Locarno, signés pour ce qui est de la France par Aristide Briand. On voit bien que le pape Pie XI soutient les accords de Locarno, effectivement dans l'état d'esprit que vous avez indiqué, c'est-à-dire, monsieur l'abbé, c'est-à-dire le fait effectivement d'essayer de préserver la paix. Et dans la mesure où Briand avait été un de ceux qui avaient modéré la fameuse loi de 1905 et où Briand avait en outre facilité le retour à des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège qui étaient rompues depuis 1904, effectivement, on voit aussi que c'est dans ces mêmes circonstances que Pie XI condamne l'action française en 1926. C'est-à-dire que, effectivement, on peut voir pour un certain nombre de sujets une cohérence dans la position de Pie XI, qui est de considérer que, dans le fond, il vaut mieux essayer de soutenir les mouvements démocrates chrétiens, qui vont essayer d'irriguer la société en essayant de la transformer, plutôt que de soutenir ou de favoriser des mouvements plus contestataires, plus réactionnaires, monarchistes ou nationalistes. À l'évidence... notre sujet n'est pas celui de l'Action française, donc il faut bien distinguer entre la question de l'AF et la question des livres de Maurras. Mais en tout cas, on ne peut que constater que, à l'évidence, ça a été quand même plutôt un échec. Le Zentrum en Allemagne a été incapable d'empêcher l'arrivée au pouvoir du NSDAP, et même le Zentrum a même plutôt favorisé l'accession au plein pouvoir du NSDAP. Donc, à l'évidence, ça n'est pas un résultat très positif. Quand le pape... va au-delà de son domaine de compétences, peut-être qu'effectivement, il n'a pas tous les renseignements nécessaires pour prendre des décisions extrêmement affûtées. Rénal Sécher, on est parti à Locarno, on revient à Mexico et on va revenir sur cette Cristiada, c'est-à-dire cette révolution, cette révolte, cette insurrection des catholiques mexicains, les Cristeros. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose avant que nous prenions le cours de l'histoire? Oui, je suis surpris que le pape n'ait pas compris la leçon de la Révolution française, la leçon qu'a subie Pie VI, et qu'il n'en a tiré aucune conclusion. Parce que s'il avait eu cette connaissance approfondie de l'histoire de la Révolution française, puis de la Révolution soviétique, peut-être que son comportement vis-à-vis de la situation au Mexique aurait été autre. Et je ne comprends pas qu'il n'ait pas établi de rapport. Je pense qu'on parle d'une prudence diplomatique. Oui, il y a différentes prudences. On voit que typiquement Benoît XV d'abord, puis Pie XI n'ont pas la même politique, on va dire intransigeante, son vocabulaire de l'époque, que celle qu'aurait pu avoir Pie X ou avant lui Pie IX. Donc on peut imaginer que Pie XI note l'échec finalement de la politique, ou considère que la politique de Saint Pie X intransigeante est un échec, que finalement ça aboutit tout ça à la guerre, à la confrontation, et en tout cas qu'il le craint tellement cette confrontation qu'il fait tout pour y échapper, quitte à abandonner peut-être effectivement certaines vérités ou une certaine solidarité pastorale. Yves Solis, sur ce thème-là, mais on revient après à notre Christéros. Est-ce qu'il faut que les téléspectateurs comprennent bien ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils vont faire? Exactement. Donc je vais revenir à 1926, la promulgation de la loi que nous connaissons comme la loi Calles, du nom du président de cette époque, Plutarco Elías Calles, considéré par les Cristeros et par les gens de la Ligue comme un nouveau Néron mexicain. Que se passe-t-il en 1926, quelques jours avant que la loi commence à entrer en vigueur? Les évêques mexicains se mettent d'accord, pratiquement tous, à exception d'un seul, et ils décident de demander au pape de suspendre le culte. Donc, suspendre le culte, ce n'est pas un châtiment. Suspendre le culte signifie suspendre le culte public. C'est-à-dire qu'il ne va plus y avoir de messe, il ne va plus y avoir de communion, il ne va plus y avoir de mariage religieux. Et l'État va obliger, avec la nouvelle loi, à ce que, pour que les églises restent ouvertes, elles doivent être contrôlées par des organisations de voisinage.
Le 31 juillet 1926, jour de l'entrée en vigueur, il n'y a plus de messe et l'État va commencer à fermer les églises. C'est là où apparaissent les premières résistances dans les villes, dans les campagnes, puisque les soldats arrivent et ferment les églises. Les gens vont commencer de manière pacifique ou violence, mais sans armes à feu, à résister à ces soldats. Ces soldats, étant les archives de l'Église comme les archives de l'armée, montrent qu'ils vont utiliser les armes et cela va provoquer une première résistance, je pense, assez semblable à ce qui se passe en Vendée. Et en France. C'est une résistance qui va surtout dépendre des pouvoirs locaux. Et il y a une différence importante entre le Mexique et la France. Le Mexique est une fédération d'États. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs États, il y a un pouvoir fédéral, mais le pouvoir fédéral est un pouvoir en construction. Il n'est pas aussi fort que l'État moderne européen que nous connaissons. Cela veut dire que certains gouverneurs vont s'aligner avec les politiques de l'État fédéral et d'autres ne vont pas appliquer la loi. Les zones de résistance vont être, pour les gens qui connaissent le Mexique, la partie centrale du Mexique, avec les États de Jalisco, Colima, Puebla, Veracruz. Les États du Nord et les États du Sud vont peu participer de cette résistance parce que les gouverneurs de ces États ne vont pas appliquer la loi. Cette résistance est une résistance spontanée et le pape va écrire une première lettre encyclique en novembre 1926. Et la lecture de l'abbé Olivier est très intéressante parce qu'on peut se demander pourquoi est-ce qu'il ne parle pas de guerre. Il parle de murs, il parle de résistance. Il dit pourtant que les catholiques, les chevaliers de colons, les organisations de les jeunesses catholiques ont utilisé tous les moyens licites, pacifiques. Il fait un appel ambigu à une résistance. Tous les moyens pacifiques ont été utilisés. Que reste-t-il aux catholiques mexicains pour se défendre? Et il fait mention aux martyrs de la Révolution française. Ces Cristeros, ils sont combien déjà? 30 000, 50 000 combattants? Oh non, ils sont 500 000, 700 000, dans un pays de 10 millions de personnes. Et il n'y a pas que les Cristeros, il y a aussi des gens de la Ligue nationale de défense de la liberté religieuse, qui devient plus tard la Ligue nationale de défense de la liberté. Il y a des gens en résistance dans les villes, il y a des gens qui font une résistance économique, il y a des gens dans les campagnes. Ce sont 500 000 révoltés, ce ne sont pas des combattants. Alors, c'est intéressant, parce qu'au début, ce sont des révoltés, mais un an plus tard, la Ligue décide d'avoir recours à un ex-militaire de Porfirio Díaz, le général Gorriostieta. Peut-être les gens qui nous regardent ont eu l'occasion de voir le film La Cristiade. Ce général, il va organiser les troupes, il va créer une véritable armée des Cristeros qui passe de révoltés Une organisation armée. militaire progressive. et qui ne va jamais être vaincue. C'est une armée de petites gens, pas d'intellectuels, pas d'officiers, mais que des paysans ruraux, des artisans, des petits propriétaires. Je me fais l'avocat du diable à nouveau. C'est comme le cas de la Vendée. Moi, je me souviens, dans ma jeunesse, j'ai lu l'excellente BD de M. Sécher sur la Vendée. Il y a de tout. Il y a des personnes qui sont des intellectuels dans les villes. Il y a évidemment des gens qui sont des paysans.
Mais il y a aussi des gens qui sont des professionnels, des médecins qui vont participer. Il y a des prêtres qui vont rester. Il y a des prêtres qui ne vont pas aider les combattants, mais qui vont continuer dans la clandestinité, dans les maisons. Et il y a les femmes. Et il y a les femmes. Les femmes, qui veut en parler? Rénal, tu dis Oui, je voudrais revenir sur une spécificité commune entre les Cristeros et les mouvements vendéens et autres. C'est vraiment un mouvement populaire et spontané. Et en fait, lorsque les gens se soulèvent, ils n'ont pas grand moyen. C'est-à-dire que ils ont leurs outils agraires, ils ont les armes qu'ils veulent aux militaires, etc. Quant à l'encadrement, ça dépend en fait des régions. Dans certaines régions, il y a un encadrement qui est d'origine militaire, qui est d'origine populaire, spontanée ou pas, avec des actions extraordinaires. Parce qu'il y a des combats de ligne, comme on peut trouver en Vendée, mais aussi ailleurs en France. Il y a une grande différence, effectivement, dans cette insurrection populaire que nous ne retrouvons pas en France, c'est le rôle joué par les femmes. Autant en France, c'est un rôle secondaire. Hein. On a un seul exemple lors de la bataille de Torfou. Les femmes sont présentes, les hommes se débandent, les femmes hurlent après les hommes reprennent leurs armes et ils vont gagner cette fameuse bataille de Corfou. C'est la seule fois où en Vendée et ailleurs, la femme a un rôle objectif, concret sur le terrain. Là, ce n'est pas du tout le cas. La femme est omniprésente et les femmes s'organisent. Les brigades fémininas. Hein. Les fameuses brigades qui sont inspirées par une figure française, Jeanne d'Arc. Donc le spécialiste est l'abbé Jacques Olivier. Ça me permet de parler 2 secondes de la thèse de l'abbé Jacques Olivier, le prophétisme politique et ecclésial de Jeanne d'Arc aux éditions du Cerf. Je l'ai à côté de moi parce que c'est un ouvrage remarquable. Vous êtes un spécialiste de Jeanne d'Arc. Cet rapprochement avec Jeanne d'Arc vous convient-il? Tout à fait. Jeanne d'Arc vient d'être canonisée en 1920 et va donc pouvoir servir de modèle à ce moment-là, pas seulement à la jeunesse française, mais aussi de par le monde. Voilà. Donc le rôle des femmes organisées en réseau clandestin, ça va être bien évidemment un rôle essentiel, central. Central, parce que c'est elle qui, entre autres, encadre tout le monde hospitalier, c'est elle qui fabrique les munitions, voire des armes pour certaines, et elles encouragent, elles sont omniprésentes dans le combat, à la fois sur l'arrière-front, mais aussi sur le front proprement dit. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Est-ce que ça correspond à la mentalité mexicaine ou est-ce que ça correspond à la mentalité du moment où les femmes, on est au XXe siècle, ont toute leur place définitivement dans la vie sociale, mais aussi un peu dans la vie politique? Est-ce que ça préfigure cela? Alors, je crois qu'il est important de faire un pas en arrière. Dans la vie religieuse, bien sûr. Et je pense en particulier à ce que disait le maître de conférence Guillaume. Il faut bien savoir qu'au début du XXe siècle, au Mexique, se développe le catholisme social. Et le catholisme social, parce que parfois on tend à l'oublier, il est orienté vers les jeunes garçons, les jeunes filles, les hommes, mais aussi les femmes. Il y a donc des organisations de dames catholiques qui ne vont pas réagir de la même manière que les brigades féminines Jeanne d'Arc, mais qui vont organiser des boycotts, qui vont préparer les enfants, qui vont créer des écoles, qui vont créer des congrégations. Dans l'État du Jalisco, il y a un prêtre, en particulier très important, un prêtre français, un prêtre jésuite, Bergouin, né en Haute-Savoie, tout comme moi. Vous êtes franco-mexicain, j'ai dit mexicain, mais franco-mexicain. D'où la naissance en Haute-Savoie. Et c'est la même attitude que Mexico, mais voilà. C'est tout. Et Bergouin va faire un travail extraordinaire. Donc moi, je crois aussi qu'il faut voir cette importance du catholisme social pour les femmes, pour les filles.
Et les modèles, comme le modèle de Jeanne d'Arc, c'est un modèle extraordinaire. Et donc, que vont-elles faire au Mexique? On les appelle les Bibi. Donc, les brigades jolies, les brigades invisibles, ce sont des femmes qui vont faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Parce que les militaires ne pensent qu'il n'y a que les hommes qui peuvent lutter, prendre les armes. Dans la première Christiade de 1926 à 1929, les brigades ne vont pas seulement transporter les armes, ne vont pas seulement secourir les blessés, elles vont aussi participer dans certains groupes très radicaux comme la Svastika, un groupe radical issu d'un autre groupe secret, la U, et elles vont devenir pratiquement des assassines. Oui, Reynald. Après, je reviens sur le temps des 3 ans qu'on a évoqué. Je voudrais revenir aussi sur quelque chose de commun entre le soulèvement de la Christiada et les soulèvements en France, notamment celui de la Vendée. C'est le fait que le clergé, à aucun moment, n'a stimulé, n'a encouragé, n'a accompagné l'insurrection, en tout cas dans un premier temps. Et on a le gouvernement mexicain, comme le gouvernement révolutionnaire français, a accusé justement le clergé d'être à l'origine de l'insurrection. On n'a pas accusé la noblesse parce que la noblesse est absente du Mexique et que les grands propriétaires ont pris fait et cause pour le gouvernement pour des raisons tout à fait clairement exprimées d'intérêt. Pareillement, sous la Révolution française, on a accusé la noblesse et surtout le clergé d'être à l'origine de l'insurrection. Et ça, c'est quelque chose d'important à souligner. 3 ans de guerre. 3 ans de guerre. 70 000 à 90 000 morts. Non, 200 000. 200 000. Vous voyez, sur les chiffres, je suis très Après, réducteur. sur les chiffres, on n'est jamais d'accord. Hein. Non, mais voilà, je prends le vôtre bien volontiers. Des dizaines de milliers de morts, des centaines de milliers de morts. C'est énorme. Quand on dit qu'il y a 500 000 combattants, on s'aperçoit que, bien évidemment, ce sont des chiffres redoutables. Voilà, c'est énorme, c'est une guerre civile. Et j'aimerais revenir sur ce que vient de dire le professeur Reynald. Fernando González, qui est un des historiens qui a beaucoup travaillé le thème de la Christiade, Jean Meyer, un autre franco-mexicain qui est aussi expert sur la Christiade, font noter que l'archevêque de Morelia, qui était... Parce que durant la crise, les évêques créent un comité des évêques, un comité spécial, et il est le président de ce comité. Les gens de la Ligue, qui sont les catholiques organisés dans les villes, qui sont ces catholiques organisés dans les villes qui vont contacter cet ex-militaire pour organiser les Cristeros, les soldats du Christ roi, demandent à l'évêque, à l'archevêque de Morelia, sa bénédiction et demandent des aumôniers militaires. Sa réponse est catégorique. Non. Il n'y a pas d'aumônier militaire. Faites ce que vous dicte votre conscience. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des prêtres respectent. Il n'y a que 14 prêtres qui ont été aumôniers militaires. Cela ne veut pas dire que dans certains États, les prêtres étaient présents. Mais ils n'avaient pas un accompagnement des soldats du Christ roi. Un encadrement, tout à Voilà. Je voudrais revenir sur la question de la mortalité. Parce qu'il y a une grande différence entre la mortalité directe liée aux événements, parce que durant la Révolution française, elle est limitée dans le temps parce que le régime va s'effondrer, le régime de Robespierre, même s'il y a quelques mois de prolongation. Mais après, la répression s'arrête. Ce n'est pas du tout le cas au Mexique, c'est-à-dire il y a des dizaines de milliers de morts au moment des événements. Mais comme l'État est toujours entre les mains des mêmes idéologues, il va y avoir toute une politique de répression qui va être terrible
c'est à ce moment-là que l'on prend les gens le long des rails, etc., et qui va durer jusqu'en 1940. Et là, nous n'avons absolument aucun chiffre, d'autant plus c'était totalement Est-ce que arbitraire. ça explique la seconde rébellion, plus limitée dans les années 30? Parce que pour nous, et pour les historiens, Wikipédia, si j'ose dire, c'est pas poli, mais amateur, voilà, très amateur. L'issue du conflit, c'est en 1929, sous la présidence d'Emilio Portes Gil, avec des accords, avec la médiation d'ailleurs de l'ambassade américaine. Et c'est la réouverture des églises, l'application plus souple des lois, le désarmement des insurgés. Moralité, pour moi, en 1929, si je m'en tiens à l'histoire des amateurs un peu revue et souvent très corrigée de Wikipédia, ça s'arrête en 1929. Et vous me dites, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais là, c'est intéressant parce que c'est beaucoup plus évident en 1929 de voir la décision de Pie XI. Parce que Pie XI va interdire aux évêques de continuer de travailler avec les soldats du Christ-Roi. Il va même leur demander d'arrêter de soutenir la Ligue. Et il va y avoir une reconstruction de l'action catholique mexicaine sur le modèle italien. Ce qui est assez intéressant. Donc, 1929, il y a ce que, au Mexique, nous appelons los arreglos, les arrangements, qui sont des arrangements où il n'y a aucun changement légal, la Constitution continue d'être la même, la loi est la même, et entre 29 et 31, il y a un nouveau président qui va être élu. Ce n'est pas celui des arreglos. Celui des arreglos, comme vous l'avez dit, c'est Emilio Portes Gil, qui est un président intérim, parce que le président élu a été assassiné par un catholique. Ce qui est une ironie de l'histoire, parce que ce président élu avait négocié avec le Saint-Siège et avec les évêques mexicains la paix. Et il est tué par Léon Toral. Léon Toral, qui était un ami des frères Pro, dont monsieur l'abbé Olivier est un expert. Père Pro, voilà, qui a été connu assez tôt en France, parce que c'était un jésuite et que les jésuites ont eu la bonne idée d'écrire des livres de vie édifiante. Et comme il a été martyrisé, il est passé, certainement qu'il a offert le sacrifice de sa vie à Lourdes, où il est passé, il était souffrant. Il est retourné au Mexique et il a offert sa vie à la fin d'un ministère clandestin à Mexico. C'est quand même parti de prêtre qui n'est pas directement à Cristeros, évidemment, mais qui est lié à ce soutien de prêtres catholiques à la population mexicaine. Guillaume Bernard, vous vouliez, professeur, ajouter quelque chose? Oui, vous vous interrogiez, Martial, sur le fait que, dans le fond, on réduit la croisade du Christ-Roi à 3 années. Une poussée de fièvre. Oui, et sur le fait qu'après, dans le fond, la révolution mexicaine, eh bien, se serait apaisée. Et puis, en fait, on s'aperçoit que, malgré tout, eh bien, ça a été peut-être d'une intensité variable, mais que pour autant, ça a perduré. Eh bien, je crois qu'on peut là aussi, encore une fois, faire le parallélisme avec ce qui s'est passé en France. Parce que les choses soient bien claires, quand Bonaparte fait son coup de force, je vais être rapide, c'est promis, quand il fait son coup de force en 1799, c'est pas du tout pour mettre fin à la Révolution, c'est pour la sauver, c'est pour la pérenniser. Parce qu'on sent très bien que dans l'opinion publique, il commence à y avoir un retournement. Qui a gagné les élections législatives de 1797 ? Les royalistes. Que fait-on des députés royalistes ? On les met en prison. Est-ce que la déportation des prêtres réfractaires a cessé ? Que nenni. Alors certes, la répression est peut-être moins forte, moins systématique que sous ce qu'on appelle la Grande Terreur. Ça n'empêche que sous la Convention thermidorienne, après Robespierre, sous le Directoire, la répression continue. La révolution ne s'arrête pas. Et ce serait une erreur de croire que parce qu'elle est d'une intensité moins grande et parce qu'elle serait moins visible, la révolution ne continue pas. Elle est permanente. Une fois qu'on a mis le doigt... 1905, ça serait une pérennisation de 1789, c'est-à-dire que ce fait anticlérical serait né de 1789, ça serait un phénomène né de 1789. Pour le coup, il y a plusieurs étapes intermédiaires qu'il ne faut pas sauter, parce qu'il y a notamment le fameux concordat de 1801, mais là aussi, on peut faire un parallélisme avec le Mexique, c'est que Bonaparte, il veut essayer de restaurer la paix intérieure,
dans l'objectif de pouvoir mener ses campagnes militaires à l'extérieur. Donc il faut qu'il ait à la fois la paix avec les catholiques et en même temps qu'ils ne se mettent pas à dos les acquéreurs de biens nationaux. Et donc, si vous me permettez ce terme un peu galvaudé, un peu imprécis, le deal, n'est-ce pas, qu'il trouve avec le pape Pie VII, c'est de dire, écoutez, vous ne revendiquez pas les biens nationaux, et en échange de quoi, vous aurez la rémunération à vie des ministres du culte. On voit d'ailleurs là Pie VII qui accepte cet accord, en allant très loin d'ailleurs, et en abusant du pouvoir qui est le sien, puisqu'il va exiger de tous les évêques qu'il démissionne, ce qui évidemment n'est pas en son pouvoir, et c'est ce qui va créer évidemment ce qu'on appelle la petite église, l'église anticoncordataire. D'où ça vient 1905, d'où ces lois anticléricales en France s'inscrivent en même temps que l'on voit des lois anticléricales au Mexique avec les conséquences quand vous n'avez, ce sont les mêmes obédiences, les mêmes philosophies, les mêmes... Vous avez deux possibilités, soit vous inféodez l'église catholique à l'État, soit vous évacuez le catholicisme de l'ordre public et vous lui substituez un autre système religieux. Voilà. Et la loi de 1905, c'est la combinaison de ces deux éléments-là. Alors, monsieur l'abbé, est-ce qu'un État moderne peut tolérer une allégeance spirituelle forte qui lui échappe? Est-ce que ça, c'est possible? Je n'ai pas de réponse. Il faudrait regarder concrètement comment c'est... Vous pensez à quoi précisément? Non, parce qu'à chaque fois, j'aperçois que c'est une réponse de l'État pour essayer d'empêcher une allégeance spirituelle du peuple à la religion. Parce qu'il faut transformer le peuple. Parce que le principe démocratique, c'est de la... Pardonnez-moi, alors là, maintenant, je vais être vulgaire, c'est de la foutaise. Tant que ils sont démocrates, les révolutionnaires sont démocrates, tant que la démocratie leur donne raison. Le jour où la démocratie leur donnera tort, ils ne seront plus démocrates. Je rappelle... Voilà. Et ils ne le sont plus. Je rappelle qu'un ministre, il n'y a pas si longtemps que ça, ministre de l'Éducation nationale, a dit et répété que la révolution était toujours en marche. Oui, j'aimerais profiter justement de ce commentaire sur l'éducation. 1929, los arreglos, les arrangements, le pape le fait parce qu'il a une préoccupation sur le rôle des prêtres au Mexique. Parce que si bien certains prêtres accompagnent les soldats, les encadrent, beaucoup de prêtres ne sont plus dans leur paroisse. Beaucoup de prêtres sont dans les villes, ils boivent du chocolat chaud, ils donnent des messes privées parfois chez les mêmes militaires qui organisent la lutte contre les soldats du Christ roi. Et le pape est convaincu que c'est une guerre qui va ne pas se gagner. Il est convaincu de cela car il sait que les États-Unis, avec le nouvel ambassadeur Dwight Morrow, qui est un ambassadeur issu du monde de la banque, il travaillait pour l'entreprise bancaire JP Morgan, voulait pacifier le pays pour que le Mexique recommence à payer la dette publique. Donc, le pape sait que les États-Unis, pour utiliser un terme colloquial, ne vont pas lâcher le Mexique révolutionnaire. Il sait aussi que l'armée mexicaine ne va pas vaincre les soldats du Christ roi. Il sait aussi que ces accords ne vont sûrement pas durer, car il n'y a pas de modification de la loi. Le président Pascual Ortiz Rubio va faire une distension. Les relations entre l'Église et l'État vont s'améliorer pendant 2 ans. Et en 1932, ce que disait Guillaume, ce que disait Ronald, les révolutionnaires veulent à nouveau créer un homme nouveau. Et cet homme nouveau, ils vont le créer à travers l'éducation socialiste et sexuelle. 1935 est pour moi la pire année du conflit religieux. Les écoles sont fermées, il n'y a plus de séminaires, et en plus,
les soldats du Christ roi n'ont plus foi en leurs évêques qui les ont abandonnés. Il me reste 1 minute chacun, pour me dire qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui des Cristeros au Mexique, en France, dans l'Église. Quel est aujourd'hui l'apport que ce martyr commun des Cristeros a apporté au monde? Yves Solis, après bien, tout, pour moi, sous l'égide de Notre-Dame de Guadeloupe. Pour moi, il y a une foi vive et surtout l'importance de défendre les droits. Et ce que vient de dire Guillaume, l'important de ce mouvement à 100 ans, c'est de comprendre que les droits naturels des hommes doivent être défendus par nous, les citoyens. Guillaume Bernard. J'aurais envie de vous donner plusieurs réponses. Aide-toi et le ciel t'aidera. Mais je vais me focaliser sur un autre aspect peut-être plus politique. Il faut bien comprendre que la plupart des débats politiques que nous avons aujourd'hui, ils sont internes à la modernité. Ils sont internes à la pensée révolutionnaire. Et que donc si l'on veut, je dirais, réinvestir l'histoire, la tradition, l'identité française ou mexicaine, eh bien, il ne faut pas être seulement contre-révolutionnaire, il faut être pire que cela, il faut être anti-révolutionnaire et suivre l'analyse que nous a proposée Alexandre Solzhenitsyn. Monsieur l'abbé, vous souriez à ces propos? Moi, j'aurais voulu juste évoquer, puisqu'on a parlé, je parlais des papes, évoquer Jean-Paul II, qui a eu une action de soutien pour les catholiques mexicains et qui, des décennies plus tard, est venu au Mexique à plusieurs reprises, a certainement permis autant que possible, on va dire, de redonner une certaine paix aux catholiques mexicains, qui a pu canoniser alors pas mal de martyrs, alors principalement quand même, il faut le signaler, dans les gens de la Ligue, dans les martyrs, et aucun combattant, à l'exception de José Sanchez del Rio, mais qui est un adolescent, donc c'est un petit peu au milieu. L'Église a toujours du mal, on va dire, à reconnaître l'héroïcité des vertus de ceux qui ont combattu, que ce soit en Vendée ou pour le Christ roi, mais qui quand même a eu ce rôle pacificateur, là où finalement ce qu'avait voulu faire Pie XI apporte des fruits. Il se rend compte d'ailleurs Pie XI sur la fin que ça ne marche pas. En tout cas, Jean-Paul II vient apporter certainement une vraie pacification et des exemples pour les catholiques mexicains. Et aide à la réhabilitation progressive au XXIe siècle de ces Cristeros rénales. C'est vous qui avez organisé cette conférence. J'adhère à tout ce qui a été dit. Et je vais vous proposer une émission, Martial. 2 choses. Pour commencer, c'est que ce gouvernement qui dure dans le temps a créé un véritable mémoricide. Ah oui. Et il a fallu attendre tout de même les travaux remarquables de Jean Meyer qui datent des années 1970. D'ailleurs, il y a une similitude dans la quête, la recherche et conclusion entre le travail fait par Jean Meyer, mexicain, à ne pas confondre avec Jean Meyer, mon professeur, et le travail que j'ai pu faire en Vendée, parce qu'il parle bien de redécouverte à la fin de son livre. Puis deuxièmement, et c'est une proposition que je vous fais, le rôle joué par l'expérience Cristiana au Mexique dans l'insurrection espagnole et dans la naissance du général Franco, etc. Oui, le rapport avec la guerre d'Espagne, c'est aussi un point important. Voilà, on a fait le tour assez rapidement, chers téléspectateurs, de ce moment incroyable de la vie du Mexique, du Nouveau Monde, mais du monde entier. Ces hommes, ces femmes qui sont morts au nom de Viva Cristo Rey.